Bonjour à tous, comme je vois que dans la dernière vidéo il y a quand même pas mal de questions, j'aimerais y répondre. D'ailleurs il y a eu beaucoup de commentaires très sympathiques, ça fait plaisir, et de nouveaux abonnés, donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors tout d'abord, il y a une chose, c'est que sur la dernière vidéo, du coup évidemment comme j'avais parlé... Il y a les canards qui veulent vous dire bonjour aussi. Comme j'avais parlé du fait que j'arroserai et du fait que quoi qu'il arrive, je donnerai de l'eau à mes canards tant qu'au moins on arrosera les jardins de l'Elysée. Effectivement, il y a pas mal de personnes qui ont rebondi là-dessus, qui sont d'accord avec ça. J'imagine que vous avez aussi des animaux, vous avez un jardin, donc vous comprenez ce que c'est. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent les agriculteurs et qui réalisent bien que les médias dépeignent une image, disons. Une image d'eux qui est très très négative. Pourtant clairement toutes les lois en termes d'agriculture ne sont pas du fait des agriculteurs mais sont simplement du fait de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un champ de leur vie. Donc c'est d'ailleurs en partie la raison pour laquelle l'agriculture en France est en train de mourir, que ce soit l'élevage des animaux ou les cultures. Dans tous les cas, voilà, la première chose que je souhaite dire c'est que merci à ceux qui soutiennent les agriculteurs car c'est facile de s'en prendre aux agriculteurs, c'est facile de les traiter de dire qu'ils sont responsables de tous les maux. Pourtant, on voit bien que quand on a besoin d'eux, c'est les agriculteurs qui sont là, comme les chasseurs, notamment avec les incendies, qui sont allés sur place pour aider les pompiers. Et donc, je souhaite dire merci aux agriculteurs. Moi, je les soutiens. Peu importe le type d'agriculture, peu importe. Je m'en fiche royalement si vous pulvérisez vos champs. Peu importe, c'est pas mon problème. Moi juste je soutiens les agriculteurs, sachant qu'en plus c'est comme il est dit dans plusieurs commentaires quand même un métier où il y a énormément de suicides. Ce qui est terrible puisqu'il faut pas oublier que s'ils arrêtent de nous nourrir, je ne sais pas comment on le fera. Car aujourd'hui à peu près 8 personnes sur 10 au minima en France n'est pas capable de produire son alimentation, mais alors pas du tout. Alors on me demande, alors première question... Pour quelle raison privilégier le semis en caissette par rapport au semis en motte? Bon là en l'occurrence c'était vraiment pour pouvoir faire plus de semis. Au niveau de la consommation de terreau en fait, bien évidemment si on fait ces semis en bac directement, surtout pour les laitues, les légumes en fait qui vont pas avoir trop de mal à se repiquer si on doit les détacher les uns des autres. Voilà, c'est surtout pour cela que je privilégie ça et ça fait évidemment gagner du terreau et du temps au niveau du semis. Clairement c'est moins, ça prend moins de temps de juste remplir les bacs que de tout préparer, que de faire sa préparation avec son terreau, son eau pour ensuite faire les mottes. Donc évidemment comme je dis, je fais pas ça pour tous les légumes, je fais ça vraiment pour certains légumes, notamment les légumes feuilles, mais j'évite pour les choux. C'est vrai qu'on peut faire ça pour les blettes, pour les épinards, pour les laitues, pour la plupart des légumes feuilles, on peut faire ça, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent aussi au niveau du terreau, vu le coût du terreau en ce moment, c'est peut-être aussi une bonne idée. Pour d'autres types de semis, je n'utiliserai clairement pas la technique du bac, notamment les tomates, je préfère directement les faire en motte, tomates, aubergines, piments, etc., que je préfère directement faire en motte, de la germination jusqu'au repiquage dans des poches de repiquage qui sont un peu plus grosses. Car déjà ça fait moins de travail au niveau des tomates, puisque si on doit passer par la phase de la tomate semée en terrine, on va ensuite devoir les repiquer individuellement, il faudra les détacher les unes des autres, ça fait une manipulation de plus, même si par exemple la tomate est assez résiliente, ça fait une manipulation de plus, ça fait du travail en plus, et du coup ça fait du terreau en plus forcément. Alors on me demande où j'achète les clôtures mobiles pour les poules. Vous pouvez en trouver sur Cdiscount, sur Amazon. La marque que je prends c'est Kerb. Je pense que ça se dit comme ça. Je crois que ceux-là sont allemands. C'est assez efficace et l'avantage c'est qu'on va en voir qui vont être des clôtures qui seront électrifiables et des clôtures qui seront non électrifiables. Clairement, la différence de prix entre la clôture électrifiable et celle qui ne l'est pas, elle est tellement infime que je pense que dès le départ ça vaut le coup plutôt de prendre une clôture électrifiable, car au final on ne sait pas comment les choses évoluent, on ne sait pas dans quelles conditions on va élever nos animaux demain ou après-demain, et peut-être à un moment donné on aura envie de brancher un chargeur pour électrifier la clôture. Alors au prix quand même que coûtent ces clôtures, ça a un certain coût, surtout récemment il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, donc j'imagine que les prix ont dû augmenter. Je vous mettrai un lien directement pour ma clôture. Vous avez différentes longueurs, ils les font en 25 mètres, ils les font en 50 mètres aussi. Si vous n'êtes pas sûr de la distance qu'il vous faut, de la longueur qu'il vous faut au niveau de la clôture, ou que vous n'êtes pas sûr de ne pas avoir besoin d'une clôture plus grande dans l'avenir, peut-être qu'il vaut mieux dès le départ investir dans du 50 mètres, car le 25 mètres a quand même un certain coût.
et c'est plus économique évidemment au mètre d'acheter en 50 mètres. Je vous mettrai les liens là en description dans la vidéo, vous pourrez retrouver ça. Ces clôtures sont pratiques, seulement petite chose, c'est que eh bien, les chiens notamment peuvent vous grignoter la clôture, vous la manger et vous la casser. Elles sont réparables, elles sont vendues avec des kits de réparation, j'ai déjà utilisé, ça fonctionne très bien. Maintenant, quand il y a beaucoup de trous, ça devient très vite problématique. Donc il faut aussi penser à ça. De notre côté, nos chiens ne les mangeaient pas, mais notre nouvelle chienne, oui. Et c'est gênant quand ça arrive. Mais c'est vrai que ces clôtures qu'on peut déplacer sont très pratiques parce que à la fois ça peut permettre de créer une nouvelle zone potagère où on n'a pas encore fait d'investissement pour mettre une clôture fixe ou qu'on n'a pas le temps aussi parce que là on a juste à venir planter ses piquets, ça se fait très rapidement. Donc c'est quand même assez pratique ces clôtures. Maintenant c'est vrai que quand on voit le prix des clôtures fixes, ça peut être assez rentable d'acheter celle-ci puisque du coup ça nous permet de faire plus de choses et surtout ça permet de changer d'avis. Voilà. Ça permet de se dire ah ben non là comme ça fonctionne pas, finalement dans cette zone ça ne me convient pas, je vais pouvoir déplacer parce que ça se fait vraiment quand je déplace 50 mètres de clôture, à condition que la clôture ait été retirée et enroulée correctement évidemment parce que c'est du filet, ça s'en mêle assez vite si on fait pas les choses correctement. Donc il faut vraiment les ranger au mieux quand vous les enlevez. Mais si elles ont été rangées correctement, c'est à peu près une dizaine de minutes pour mettre la clôture en place. Donc d'ailleurs dans le cas où par exemple vous voudriez mettre vos animaux en rotation et les déplacer tous les jours sur une zone, notamment pour éviter qu'ils soient dans leur crottin ou fiente et pour leur offrir de l'herbe fraîche tous les jours par exemple, hein, eh bien ces clôtures demandent quand même 10 minutes pour être déplacées. Donc finalement c'est possible de faire de la rotation avec les animaux avec ces clôtures de façon vraiment très facile, ce qui évite d'avoir à mettre des tonnes de clôtures et faire des enclos petits avec des clôtures fixes qui sont un coût d'investissement assez important quand on a une grosse zone à couvrir. Là on a juste à choisir la zone qu'on veut clôturer, installer ses animaux puis ensuite les déplacer jour après jour si on le souhaite. Petite question, quelles sont les solutions qui restent quand les poules ne pondent plus ou presque pas? Alors là en cette saison j'imagine que ça doit venir de la chaleur. Actuellement, on a deux facteurs qui vont être décisifs dans la ponte des poules. On est dans la période où il y a des attaques d'acariens. Au poulailler, c'est l'été, il fait chaud et ça arrive très souvent qu'en cette période, on ait nos poulaillers qui soient parasités. Donc déjà, la première chose à faire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de parasites à la fois dans le poulailler et aussi sur les poules. Maintenant, à savoir, les acariens, ils sortent beaucoup la nuit, donc l'idéal sera quand même de venir quand il fait nuit avec une lampe torche et de regarder l'intérieur de votre poulailler. S'il y a des acariens, vous les verrez très rapidement. Pour les poules, vous les prenez, vous regardez sous les ailes, sous les plumes, au niveau de la peau. Normalement, s'il y a des parasites, vous devriez les voir. Il faudra aussi regarder les pattes. Donc si vous voyez, les pattes des poules ont des écailles. Et donc si vous voyez des écailles qui se décollent, il y a peut-être des parasites aussi au niveau des pattes, qui ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui parasitent les plumes, qui ne sont pas non plus exactement les mêmes que ceux qui parasitent le poulailler. Maintenant, si vous avez ce genre de problème, j'ai déjà eu ce genre de problème, la solution, elle est assez compliquée parce que en fait, il n'y aura pas vraiment une bonne solution. De mon côté, la solution que j'ai trouvée la plus radicale pour carrément éviter que ça arrive et ne même pas avoir à m'en préoccuper par la suite, ça a été de choisir de mettre un poulailler qui soit un pondoir et un poulailler qui soit l'endroit où les poules viennent dormir. De cette façon, même si le pondoir avec la litière, puisque la litière dans le pondoir favorise les acariens, c'est là-dedans qu'ils vont nicher, c'est là-dedans qu'ils évoluent. Alors à savoir, la litière qui favorisera le moins les acariens sont les copeaux de bois, tout ce qui est tige creuse à l'intérieur comme la paille par exemple, ou même le foin, ils vont se mettre à l'intérieur, ils vont nicher. Donc ça favorise aussi les acariens. Maintenant, du fait d'avoir un poulailler pour la ponte, un poulailler pour la nuit. En théorie, puisqu'elles ne vont pas trop dans le poulailler pour la ponte en ce moment, il fait peut-être un peu chaud et elles ont pris l'habitude d'aller dehors. Mais si on sépare la zone de ponte et la zone de sommeil des poules, si la zone de ponte est parasitée, les poules ensuite vont pondre, vont sortir du jardin, vont aller faire leurs petites affaires dans la journée et si elles ont accès à de la terre sèche ou un bac à sable, elles pourront se prendre un bain de poussière pour retirer la majorité des parasites. Donc, quand elles retournent se coucher le soir, elles ne rentrent pas dans le poulailler qui contient les pondoirs et qui est parasité et elles ramènent quasiment pas d'insectes avec elles.
Ça pour moi ça a été la solution plutôt radicale parce que depuis je n'ai pas eu d'acarien et je dirais que c'est la première année où on n'en a pas du tout. Mais alors pas du tout. Peut-être qu'il fait trop chaud aussi, peut-être que c'est pire, peut-être que cette année avec les températures, il n'y en a pas beaucoup chez les uns et les autres, mais j'ai remarqué qu'on m'a posé la question plusieurs fois, donc je pense qu'il y a quand même des attaques d'acariens, comme d'habitude l'été, chez beaucoup de personnes qui ont des poules. Alors, pour moi ça a été une solution assez radicale, c'est pas une solution qui est forcément possible pour tout le monde. Donc, passer l'intérieur du poulailler à la chaux arboricole, vous savez, cette chaux qu'on met sur les arbres fruitiers pour empêcher les insectes, une fois qu'ils ont descendu l'arbre en hiver, une fois les températures fraîches arrivées, les insectes descendent de l'arbre, vont nicher dans le sol au pied de l'arbre, et nous on passe de la chaux dans l'hiver sur le tronc, ce qui fait une bande de protection et les insectes ne remontent pas arrivés au printemps, normalement, ou au moins en quantité bien moindre. Donc la chaux à l'intérieur du poulailler est bien insistée sur toutes les petites interstices, les petits trous, tout ce que vous pouvez avoir qui est petit, sombre, c'est là où les acariens vont se mettre, en particulier la journée, quand il y a du soleil, qu'il y a de la lumière. Ils n'aiment pas la lumière, comme tous les parasites comme ça, généralement ils n'aiment pas la lumière. Donc avoir aussi un poulailler qu'on puisse ouvrir assez grand pour laisser rentrer le soleil si c'est possible, au moins bien aéré déjà, parce que de l'air frais, de la lumière, c'est déjà l'assurance de ne pas avoir trop de problèmes de parasites. Ensuite, il existe aussi des produits. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai déjà utilisé plusieurs fois et qui est très très efficace au poulailler. D'ailleurs, on peut l'utiliser aussi sur les poules. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous pouvez en mettre sur les poules comme dans l'environnement. La composition n'est pas dégueulasse, pour une fois, car c'est ça le problème aussi, c'est trouver quelque chose d'assez naturel qui ne va pas être toxique pour nos animaux. Et évidemment, nettoyer le poulailler le plus souvent possible. Retirer la matière, la mettre à composter. Si vous avez des acariens, ne retirez pas la matière que vous avez dans le poulailler pour la mettre en dessous ou la mettre à 10 mètres de là, parce qu'ils vont revenir. Ce que vous voulez, c'est vraiment mettre ça très très loin, le plus loin possible. Autre raison, en cette période, qui ferait que la ponte chute, c'est déjà quand il fait très chaud, les poules, elles ont moins envie de pondre, c'est bien normal, aller s'enfermer dans un endroit où il fait chaud encore plus, c'est pas trop leur truc, mais en plus de ça, quand il fait chaud, elles ont besoin d'un soutien en plus pour favoriser la ponte. Et on va avoir 2 périodes dans l'année où il sera bien de leur donner des vitamines, des complexes de vitamines. Je vous mettrai aussi un lien en description, ça c'est les vitamines que mon vétérinaire m'avait prescrit et que l'on trouve sur divers sites internet. Je vous mettrai un lien, vous pourrez les trouver notamment sur la Compagnie des Animaux. Alors là c'est un complexe de vitamines que vous donnez dans l'abreuvoir. Vous allez avoir une pipette, le dosage fourni en fonction du nombre de litres. Vous leur donnez un abreuvoir de vitamines tous les jours pendant une dizaine de jours, c'est en cure. On ne va pas faire ça pendant une trentaine de jours, on va vraiment faire une cure de 10 jours, ça suffit. Et c'est vrai que durant la période où il fait froid, très humide, et les périodes où il fait très chaud, très sec, c'est bien de venir soutenir le système des poules, leur système immunitaire, leur organisme, en leur ajoutant quand même des compléments comme des vitamines. Je sais que moi j'ai eu de grosses chutes de ponte, notamment ici avec la chaleur. De leur donner des vitamines en cure tous les étés, ça leur fait du bien. Sachez aussi que les vitamines, de toute façon, à partir du moment où vous avez ouvert la boîte, ne se conserveront pas très longtemps. Ils vont se conserver quelques mois, donc ça vaut le coup de continuer à leur en donner de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire que 2 fois par an, vous pouvez le faire un peu plus. Il ne faudra pas non plus leur en donner tous les mois, mais vous pouvez largement leur faire une bonne cure de vitamines pendant 10 jours. Tous les 3 mois, ça sera toujours de la valeur ajoutée pour vos poules. Alors on me dit que les tomates sont très nocives pour les poules. Alors moi j'ai jamais entendu que les tomates, le fruit, était nocif pour les poules. En revanche le plant n'est pas comestible pour nous comme pour les poules. Ça c'est sûr, là c'est toxique. Et en fait, il y a une chose très simple pour savoir si quelque chose est toxique pour les poules. Bah vous leur donnez. Généralement c'est des animaux, ils sont pas stupides, ils savent ce qui est bon pour eux. Et quand vous leur jetez un plant de tomate, elles vont pas manger les feuilles, ça c'est sûr, mais si vous leur donnez une tomate, elles vont la manger. Après, peut-être que c'est nocif pour les poules, mais que c'est pas encore de notoriété totalement publique. Seulement mes poules, pour les plus vieilles, ont 5 ans, 6 ans, elles mangent des tomates tout l'été. Tout l'été. Elles adorent ça, et ce n'est pas nocif. Et elles ne sont jamais malades. Du moins, c'est quand il y a quelque chose, ce n'est pas la tomate qui est responsable. Puisqu'en général, quand il y a des déboires niveau santé avec les poules, c'est plutôt en hiver que ça m'arrive, à cause de l'humidité notamment.
Donc je n'ai jamais entendu que la tomate en elle-même était nocive pour les poules. Maintenant, je vous invite, pour ceux qui ont un avis là-dessus, à me le dire dans cette vidéo en commentaire ce que vous en pensez. Alors, comment utilisez-vous les courgettes déshydratées? Alors, tout simplement, si je les déshydrate, je peux les déshydrater pour faire des chips. Alors ça, c'est vraiment top pour l'hiver, ça fait un petit snack sympa. Par contre, il faudra penser à les saler avant de les mettre à déshydrater. En revanche, quand je coupe les courgettes assez épaisses, de cette épaisseur là pour les déshydrater, là ce sera dans le but de les réhydrater durant l'hiver. Ce qui fait effectivement la courgette, ça donne pas la même texture, c'est un peu en congélation c'est bien, mais pas si on veut faire des gratins. J'ai remarqué qu'avec des gratins ça rejetait beaucoup trop d'eau. Et donc les déshydrater, ça évite quand on se retrouve à faire des gratins, d'avoir pendant la cuisson cette quantité d'eau qui s'extrait et qui fait que c'est un peu de la flotte ce qu'on mange. Là on déshydrate et arrivé l'hiver, on a tout simplement besoin de se faire un gratin de courgettes. On sort les courgettes quelques heures avant, on les met à tremper pendant une bonne heure. On peut d'abord, si on le souhaite, avant la déshydratation, ajouter des herbes aussi dessus, si on sait déjà à peu près la préparation qu'on va vouloir faire par la suite. Mais voilà, le but c'est vraiment de les réhydrater pour pouvoir les cuisiner durant l'hiver et ne pas non plus avoir, parce que je congèle aussi évidemment des courgettes, mais ne pas avoir l'intégralité des courgettes qui soient au congélateur, car on sait jamais, on n'est pas à l'abri qu'un congélateur nous lâche ou que nous n'ayons pas vraiment accès à l'électricité durant l'hiver et qu'on perde des denrées ou que sais-je, nous ne savons pas ce qui va se passer. Alors, peux-tu nous donner des noms de médias que tu écoutes? En France, ça devient un peu compliqué d'avoir du média, disons, alternatif, parce que en plus, avec cette histoire avec la Russie et l'Ukraine, on a des médias comme Russia Today, Sputnik notamment, qui ont été fermés. Enfin, fermés non, mais on ne peut plus y accéder depuis nos pays. Au niveau de, bien sûr, de l'information qui concernait la Russie, on sait bien que Russia Today par exemple avait un énorme parti pris, ce qui est tout à fait normal, on s'y attend. Mais en revanche, tout ce qui concernait la France, il n'y avait pas ce parti pris de propagande d'État en fait, tout simplement. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que les médias étrangers ont à dire sur ce qui se passe aussi en France, comment ils traduisent les choses, et parce que généralement on aura une vision beaucoup plus honnête. Parce qu'ils sont pas là pour peindre une vision fantastique, formidable de la France où tout est génial. Ils sont pas là pour ça. Les médias étrangers sont même plutôt pessimistes quand il s'agit de la France. Maintenant, ça se comprend. Bon, le pessimiste, il peut être vu partout parce que honnêtement, je sais pas si la France est pire que d'autres pays. Il y a bien des pays occidentaux qui s'en sortent très mal actuellement. On n'est pas les seuls et on n'est pas les pires pour le moment. En médias en France, donc c'est assez compliqué parce que depuis cette histoire avec l'Ukraine, ils ont fermé la majorité des médias et c'est ce qui m'est dit dans le commentaire que oui, c'est pas facile. Je vais pas chercher ce que tous les médias en France ont à dire. Généralement, je regarde déjà le journal le soir de TV Liberté que vous trouvez sur YouTube. Je vous invite à aller voir TV Liberté, comme tous les médias d'ailleurs. Je vais vous dire, comme tous les médias, il y a sur certaines choses, ils ont un parti pris et sur d'autres non. Donc quoi qu'il arrive, peu importe le média qu'on écoute, alternatif ou média d'État en fait, il faut jamais oublier que chacun a un intérêt. Il faut trouver l'intérêt des uns et des autres et il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit et qui est en rapport avec leurs intérêts, évidemment. Surtout, il faut aussi prendre en considération l'opposition. Donc il faut pas juste aller chercher des médias qui sont en accord avec ce que nous on pense. Il faut aussi aller chercher des médias qui sont l'opposition de ce que l'on pense. C'est important quand on veut parler d'un sujet, argumenter sur un sujet, même comprendre un sujet, l'analyser, c'est de voir la vision c'est de prendre en considération la vision des choses de tous les camps, de tous les partis. Donc TV Liberté, je pense que c'est clairement ce qu'il y a de plus... en fait, leur journal est assez intéressant, est assez sympa, ça dure une vingtaine de minutes, ils en font un tous les jours de la semaine, voilà, et... ça permet d'avoir les informations qu'on n'aurait pas dans les médias classiques. Donc ça permet vraiment en un temps record, si vous voulez, d'avoir des informations qu'on n'aurait pas eues ailleurs en cherchant via Le Parisien ou autre. Après vraiment, c'est très restreint, c'est très compliqué de trouver du média qui nous fait de l'information et qui n'est pas... Parce que le problème c'est qu'on a des médias qui sont 100% en accord avec le gouvernement parce que c'est des médias financés par le gouvernement et on a aussi de l'autre côté, tout à l'opposé, on va avoir des médias qui sont d'opposition disons,
mais qui racontent n'importe quoi. Voilà, donc avoir un média qui est assez sérieux dans son travail, dans sa recherche d'informations et dans son analyse aussi de ce qui se passe, c'est assez compliqué. Et je ne veux pas vous induire en erreur en vous envoyant vers des sites qui peuvent aussi parfois véhiculer de fausses informations. Jusque-là, je suis TV Liberté et leur journal depuis plusieurs années. À chaque fois qu'une erreur a été commise dans un journal, parce que peut-être à ce moment-là, ils n'avaient pas encore suffisamment d'informations, eh bien, la rectification est faite dès le lendemain. Donc, ils n'hésitent pas à dire qu'ils se sont trompés, qu'ils ont eu tort, et à revenir sur ce qu'ils ont expliqué. Pour moi, ça prouve de leur sérieux, et dans 98% des cas, tout ce qu'ils disent, c'est ce qui est. Voilà. Donc, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce média, à aller voir. TV Liberté. Je ne vous mettrai pas le lien dans la description pour la simple et bonne raison que je ne peux pas lier ma chaîne à ce genre de médias, vous le comprendrez. Voilà, pour ceux qui comprennent comment fonctionne Internet, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est TV Liberté, avec un S. Voilà. Alors, quelqu'un nous dit, j'ai appris récemment qu'il fallait éviter de donner les tomates aux poules, elles stopperaient leur ponte. Alors, j'ai pas remarqué que ça stoppait la ponte. Je n'ai pas remarqué que ça stoppait particulièrement la ponte. Peut-être que ça a un impact et que ça réduit la ponte, c'est pas impossible. Ça, c'est à voir. Il va falloir faire des recherches là-dessus et voir si on a assez de personnes qui en parlent et si ça a été testé sur assez de poules pour être sûr que c'est bien là le problème, mais pas autre chose. Voilà, on arrive à la fin des questions, je pense, qui étaient les plus pertinentes dans la dernière vidéo. Bon, bah en tout cas, cette vidéo, je pense, va être assez longue, donc je vais arrêter là parce que je vais pas vous tenir la jambe toute la journée non plus, hein. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci encore à tous pour votre soutien, pour vos messages, et merci aux nouveaux abonnés pour vos abonnements. J'espère que le contenu vous plaît.